صحة عيدكم. Inch'Allah, on va bientôt reprendre une vie normale et faire nos cours en présentiel, mais pour le moment, on se contente de cela. Ce que je peux dire, c'est que vous avez une déléguée très active, mademoiselle Chellel Zahra, je ne sais pas si elle nous écoute, et donc là, on va faire le cours sur les cardiomyopathies. Je vais commencer par parler de la classification de Goodwin. Donc, on peut laisser les questions à la fin, mais si vraiment il y en a qui ont des questions importantes, à un moment donné, vous pouvez activer votre micro et m'interrompre. Donc là, la classification des cardiomyopathies, la première classification a eu lieu durant les années 60. Ensuite, elle a été modifiée un petit peu les années 70. Et elle a classé ces cardiomyopathies en 4 classes. Les cardiomyopathies dilatées, les cardiomyopathies hypertrophiques, cardiomyopathies restrictives et les cardiomyopathies oblitératives. Bon, voilà, c'est professeur Hamoudi, j'enlève mon masque. J'avais peur d'une contamination par le docteur Arzouk, mais bon. Et donc, après, il y a eu une autre classification, celle de l'OMS 1995, et c'est sur celle-ci qu'on va se baser. Elle les a classées aussi en 4 classes. Les premières, c'est les mêmes, donc cardiomyopathie dilatée, cardiomyopathie hypertrophique. La troisième classe a regroupé les cardiomyopathies restrictives et les oblitératives. Et la quatrième classe, c'est la classe de la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. Là, c'est-à-dire que ce n'est pas c'est une maladie qui existait déjà, mais qui n'était pas classée parmi les cardiomyopathies. Elle était classée parmi les cardiopathies congénitales, on l'appelait maladie d'Hull. UHL. Maintenant, on sait que grâce à la génétique, au développement des ultrasons et tout, on sait que c'est une cardiomyopathie. Sa place est là. Ensuite, il y a eu la classification américaine, de la Société américaine de cardiologie, qui les a classés autrement. Donc, il y a eu la classe des cardiomyopathies d'origine génétique. Et là, on a les cardiomyopathies hypertrophiques, la dernière cardiopathie dont j'ai parlé, donc arythmogène du ventricule droit, et d'autres, voilà, les calanopathies, si vous avez fait le TD si on vous a parlé du Brugada, etc. Mais sinon, retenez déjà les 2 premières. La deuxième classe, c'est celle des cardiomyopathies mixtes. Qu'est-ce que ça veut dire mixte? Ça veut dire qu'elles peuvent être ou d'origine génétique ou bien acquises. Et là, vous avez les cardiomyopathies dilatées et les cardiomyopathies restrictives. La troisième classe, c'est carrément la classe des cardiomyopathies acquises, c'est-à-dire suite à une myocardite, quelle que soit son origine, grippale, Covid, rhumatismale, etc. Cette myocardite peut rentrer dans l'ordre ou alors elle peut évoluer pour son propre compte et donner une cardiomyopathie dilatée. C'est l'interrogatoire qui va nous permettre de savoir qu'à l'origine, c'était une cardiomyopathie inflammatoire. Les cardiomyopathies secondaires, en fait, ne font pas partie du cours d'aujourd'hui puisqu'on parle des cardiomyopathies primitives, c'est-à-dire qu'on a éliminé toutes les étiologies, tant congénitales qu'hypertensives, que coronariennes, parce que toutes ces affections-là peuvent évoluer vers une cardiomyopathie dilatée, donc on dira cardiomyo secondaire. Celle-ci ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, vous avez dû voir dans vos différents cours, dans chaque pathologie, on vous dit l'évolution spontanée va aller vers la cardiomyopathie dilatée, que ce soit l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique, une hypertension à un stade très évolué, etc. Une coronaropathie, quand la fraction d'éjection commence à baisser, à un moment donné, on arrive à la cardiomyopathie dilatée, mais secondaire à une coronaropathie. Donc, celles-ci ne nous intéressent pas, elles sont très nombreuses. On va parler justement des cardiomyopathies dilatées primitives. Je vous ai dit que selon que ces cardiomyopathies dilatées
peuvent être génétiques, et c'est celles-ci qui nous intéressent, les primitives, tout comme elles peuvent être secondaires à toutes sortes d'affections. Elles sont les plus fréquentes, et dans 20% des cas, nous avons des formes familiales, c'est-à-dire génétiques, et on connaît jusqu'à aujourd'hui 11 gènes qui sont responsables de cette maladie. Elle touche le plus souvent le sujet de sexe masculin, et soit on la découvre de façon fortuite, c'est-à-dire le jeune qui part pour le service militaire par exemple, et on l'ausculte, on trouve un souffle, ou alors on fait une radiographie du thorax et on trouve un gros cœur. Soit alors il y a carrément des signes fonctionnels, de la dyspnée, des palpitations, et donc ces signes-là amènent la personne à consulter, et avec les explorations, on se rend compte que c'est une cardiomyopathie dilatée. Donc, il peut venir consulter juste pour des signes comme ça, dyspnée, palpitation, ou carrément arriver dans un tableau d'insuffisance cardiaque gauche ou globale. Globale, c'est-à-dire avec des œdèmes, avec une hépatomégalie, etc. À l'auscultation, on retrouve un souffle d'insuffisance mitrale, on peut retrouver un souffle d'insuffisance mitrale et de tricuspide, on peut retrouver un galop qui témoigne de l'insuffisance cardiaque. Et donc les souffles, là, puisqu'il y a dans cette cardiomyopathie dilatée, il y a une dilatation du cœur, donc dilatation des anneaux, ce qui explique ces fuites. Si c'est juste l'anneau mitral, il y aura l'insuffisance mitrale. Si c'est dilatation de l'anneau mitral et de l'anneau tricuspide, donc on aura ces deux souffles-là. La radiographie du thorax va montrer une cardiomégalie, c'est-à-dire un gros cœur, un indice cardiothoracique supérieur à 0,50, avec une redistribution de la circulation pulmonaire vers les sommets, et là c'est un signe d'hypertension artérielle pulmonaire. Parfois, on peut retrouver un épanchement pleural. Tout dépend du stade où on découvre cette cardiomyopathie dilatée. Si c'est un stade débutant, même la cardiomégalie ne sera pas très importante. Donc, entre un indice à 0,55 ou à 0,70, il y a quand même une grande différence. L'électrocardiogramme n'est pas typique. Vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle autre affection. Ce qu'on va retrouver de façon certaine, c'est cette hypertrophie ventriculaire gauche. Vous savez qu'on ne peut pas parler électriquement de dilatation. Ce sont les signes que les indices que vous connaissez, le Sokolov, le Lewis, le Cornell, qui vont nous permettre de dire qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Dans ces cas-là, c'est de la dilatation. On peut trouver des troubles de la conduction intraventriculaire, c'est-à-dire un bloc de branche gauche, droit, complet ou incomplet. Le rythme peut être sinusal ou bien le patient peut être en fibrillation atriale. Tout dépend du stade aussi. Stade de début, le rythme est sinusal, mais une fois que la dilatation touche toutes les cavités, notamment les oreillettes, il va y avoir de la fibrillation. Et donc, c'est un stade beaucoup plus important et plus grave. On peut retrouver des troubles de l'excitabilité ventriculaire. Là, je ne dirais pas que ça oriente, mais ça nous quand même donne une petite idée. Alors, c'est quoi ces troubles d'excitabilité ventriculaire? C'est des extrasystoles ventriculaires qui peuvent être très nombreuses et qui peuvent être dues à une déchéance myocardique, c'est-à-dire le myocarde est tellement dilaté qu'il devient très fin, et parfois il y a des foyers de fibrose, et donc ça va développer des extrasystoles, des foyers vont se développer à ce niveau-là, on aura des troubles d'excitabilité. L'échocardiographie Doppler va nous montrer une dilatation des cavités, donc soit une cavité, ventricule gauche, soit les deux, soit les 4 cavités. Donc, encore une fois, tout dépend du stade. Mais on voit ça à l'échographie. L'échographie, c'est comme si vous preniez le cœur à l'autopsie, que vous voyez. Donc, c'est un gros cœur, dilatation des cavités. Qui dit dilatation des cavités dit stagnation de sang. Donc, il va y avoir formation
de thrombie. On peut avoir un thrombus au niveau du ventricule ou de l'oreillette. Ça, on le voit à l'échographie. Ce que l'on calcule, c'est la fonction systolique, parce que dans ces cardiomyopathies, de façon générale, il va y avoir une altération de la fonction du ventricule gauche. Dans le cas des cardiomyopathies dilatées, c'est la fonction systolique qui est atteinte. Je vous dirai tout à l'heure dans les cardiomyopathies hypertrophiques, c'est la fonction diastolique. Donc là, il va y avoir une altération de la fonction systolique et c'est ce qu'on calcule, la fraction d'éjection qui est inférieure à 45%. C'est à partir de là qu'on parle de cardiomyopathie dilatée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fraction d'éjection normale est supérieure ou égale à 66%. Et donc, on a toute une marge entre 45 et… Si vous avez 50, on va dire qu'elle est abaissée, mais qu'elle reste correcte. Donc là aussi, tout dépend. Entre 45 et 66, on a toutes les possibilités. Ce qu'il faut savoir, que c'est inférieur à 45, on parle de cardiomyopathie dilatée, ça commence à être sérieux. Ce que l'on peut calculer aussi à l'échographie, c'est le pourcentage de raccourcissement. Et là, il est égal au diamètre télédiastolique, c'est-à-dire le diamètre en fin de diastole, moins diamètre en fin de systole, divisé par le diamètre télédiastolique. Et ce pourcentage de raccourcissement est supérieur ou égal à 33%, normal. Le Doppler aussi va nous permettre de quantifier les fameuses fuites qu'on a auscultées, la fuite mitrale, fuite tricuspide, et là, on va les quantifier, on va voir si c'est une fuite grade 1, 2, 3 ou 4, tout dépend. Voici le rôle de l'échographie Doppler. Donc, les autres examens, on peut faire une coronarographie parce que la cardiomyopathie dilatée, si vous la découvrez chez un jeune de 20 ans, celui qui s'est présenté pour le service militaire ou pour une consultation d'embauche, si il a entre 20 et 30 ans, on peut se dire que c'est probablement une cardiomyopathie primitive. Maintenant, si on la diagnostique à 60 ans et plus, on peut dire que c'est probablement une cardiomyopathie dilatée secondaire à une affection quelconque, une coronaropathie ou cardiopathie hypertensive ou autre. Le problème, c'est chez les personnes intermédiaires entre 30 et 50 ans, on est embêté. Est-ce une cardiomyopathie primitive d'origine familiale ou génétique qu'on vient de découvrir, ou alors c'est carrément une coronaropathie, par exemple, parce que vous savez que avec le tabagisme, les mauvaises hygiènes de vie, d'alimentation, avec maintenant les drogues, on a reçu des jeunes de 25 ans qui ont fait des infarctus, de réels infarctus du myocarde à cause de la drogue, de la cocaïne. Donc là, l'examen qui est intéressant à faire, c'est la coronarographie. Parce que si cette coronarographie est normale, là, on conclut, on va dire un très très fort pourcentage, c'est une cardiomyopathie primitive. Maintenant, si on trouve des lésions coronaires, on va dire que même on est pratiquement content d'en trouver parce que on peut y remédier. Si c'est des sténoses, on va mettre des stents ou alors un pontage et on peut récupérer un petit peu cette fraction d'éjection qui était par exemple à 35 ou 40 en corrigeant ces sténoses-là, on peut améliorer la fraction d'éjection, améliorer la qualité de vie du patient. Donc, c'est un examen très important, coronarographie. Il y a aussi l'IRM qu'on peut faire parce qu'elle montre des espaces quand il y a de la nécrose, donc l'infarctus du myocarde. On peut voir ça à l'IRM. Et là, elle est importante aussi à viser de diagnostic étiologique. Il y a aussi des signes à l'IRM de myocardite, des petits nodules qu'on voit et qui nous permettent, à condition de la faire dans le mois, c'est-à-dire chez les sujets qui sont symptomatiques, qui viennent de faire un syndrome grippal par exemple. Si dans le mois on fait l'IRM, on peut conclure à une myocardite. Donc, c'est un examen à faire quand on peut le faire à visée plutôt
diagnostic étiologique. Une cardiomyopathie dilatée qu'il faut signaler, c'est le syndrome de Meadows. Donc, le syndrome de Meadows, on l'appelle aussi cardiomyopathie du péripartum. Alors, partum, ça veut dire accouchement, et péri, c'est autour. Donc, elle survient chez la femme enceinte, soit au dernier trimestre de la grossesse, soit alors 6 mois après l'accouchement. Elle survient chez une femme qui n'avait aucun antécédent particulier. Donc, une femme en bonne santé qui, au 3e trimestre de la grossesse, développe un tableau d'insuffisance cardiaque gauche ou globale, ou alors après l'accouchement. Une femme qui accouche, tout se passe très bien pour elle, et puis, hop, dans les 6 premiers mois, elle développe de l'insuffisance cardiaque. Et là, on retrouve ça surtout chez la multipare âgée, sans antécédent particulier. Donc, multipare âgée, c'est-à-dire celle qui a eu plus de 3 enfants et qui a un âge autour de la quarantaine. Mais, ça, c'est les études épidémiologiques qui nous le disent, mais sinon, on a eu à suivre et à hospitaliser des primipares, c'est-à-dire leur première grossesse, de jeunes primipares, 20, 25 ans, qui ont fait ça. Et d'ailleurs, du moins selon la petite expérience du service, c'est les cas les plus graves. Selon les études épidémiologiques aussi, on dit qu'elle est plus fréquente dans la race noire et surtout qu'elle récidive aux autres grossesses. On dit aussi qu'elle obéit à la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que tout peut rentrer dans l'ordre sans aucun traitement. C'est des femmes qui consultent 1 ou 2 ans après pour insuffisance cardiaque. Et quand on interroge bien, elles rapportent ça à leur grossesse ou alors après l'accouchement. Elle vous dit effectivement, oui, c'est vrai, il y avait eu quelques signes, j'étais comme ça et tout ça, mais je n'ai pas consulté. Soit alors, donc la loi du tout ou rien, donc il n'y a rien eu chez elle comme traitement, mais bon, ça s'est développé de façon sournoise et puis un jour on a découvert ça. Ou alors c'est carrément le gros tableau. C'est des malades qu'on nous ramène dans pratiquement insuffisance cardiaque globale, voire état de choc, et avec le meilleur des traitements, on peut ne pas les rattraper. On en a perdu quelques-unes comme ça avec le meilleur des traitements. C'est pour ça que c'est une maladie grave. Et donc, comme on sait qu'elle récidive aux autres grossesses, ce qu'il faut préconiser, c'est une stérilisation définitive. Donc, on leur propose la ligature des trompes pour qu'au moins, si c'est des multipares qui ont déjà 3 ou 4 enfants, au moins qu'elles survivent pour leurs enfants là. Mais là, je dis bien, on propose. Le médecin propose et puis c'est une discussion de couple. Ils se concertent et puis voilà, ils sont d'accord, on envoie la dame en gynéco pour la ligature de trompe. S'ils ne sont pas d'accord, ils prennent leurs responsabilités. Comme je dis toujours, si le mari veut se débarrasser de sa femme, il va refuser. Et donc, voilà. Après, il la perd et il se remarie. N'est-ce pas, les étudiantes de sexe masculin? Maintenant, pour ce qui est de l'évolution et des complications et traitements, l'évolution spontanée ne peut être que mauvaise, bien sûr. Donc, ça va être l'insuffisance cardiaque 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais après, quand on fait une insuffisance cardiaque globale, en général, la durée de survie est en moyenne 3 ans. Donc là, l'évolution spontanée est très mauvaise. C'est pour les complications. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complications? Il y a 4 types de complications, comme dans toutes les cardiopathies que vous avez étudiées ou que vous allez étudier. Vous avez les complications hémodynamiques, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque qu'il faut traiter. Je ne sais pas si vous avez fait le TD sur l'insuffisance cardiaque, le traitement du moins de l'insuffisance cardiaque. Mais sinon, c'est les digitalodiurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On vous en parlera probablement plus longuement quand vous ferez le TD. Si c'est des complications thromboemboliques, c'est-à-dire ce fameux thrombus qui se loge dans une des cavités, c'est les anticoagulants. Et sinon, il va se fragmenter et passer dans la circulation générale et vous allez avoir des AVC et toutes sortes ou alors des embolies au niveau des membres inférieurs
qui peuvent aller jusqu'à l'amputation, etc. Donc, les anticoagulants, à ce stade-là, il faut les donner. Les complications rythmiques, je vous ai parlé de ces troubles de l'excitabilité ventriculaire et même auriculaire, la fibrillation auriculaire. Là, on va donner des antiarythmiques. Les complications infectieuses, toute cellule cardiaque peut s'infecter. Et là, ce sont les antibiotiques qu'on va donner. Maintenant, pour les cas où la fraction d'éjection est inférieure ou égale à 35%. Rappelez-vous, je vous ai dit, fraction d'éjection normale, elle est supérieure ou égale à 66%. Donc, quand elle baisse beaucoup, quand elle est inférieure à 35%, si le rythme est sinusal, parce que si c'est en fibrillation, il y a d'autres techniques, mais c'est compliqué pour vous. Moi, je voudrais que vous reteniez juste ça. Fraction d'éjection inférieure à 35%, rythme sinusal, bloc de branche gauche large, QRS large, et une espérance de vie de plus d'un an. C'est-à-dire quelqu'un qui a un cancer au stade terminal, il lui reste 3 à 6 mois, ce n'est pas la peine de l'embêter avec ce pacemaker multisite. Pour les autres, il faut justement aller au pacemaker multisite. Je vais vous montrer je vais vous expliquer ce que c'est. Et sinon, un stade ultime, c'est la transplantation cœur-poumon. Et vous savez que ce n'est pas facile du tout et les greffons ne sont pas disponibles. Donc, c'est vraiment en dernier recours et le tout, c'est de traiter ces patients, d'essayer de les diagnostiquer à un stade débutant de façon à ne pas arriver à tout ça. Donc, le pacemaker multisite, c'est-à-dire plusieurs sites. Il va stimuler, il y a une sonde qui va au niveau de l'oreillette droite, une sonde au niveau du ventricule droit et une au niveau du ventricule gauche. Alors, au niveau des oreillettes, il va y avoir donc cette fraction d'éjection qui est basse. Ce cœur-là, on va le stimuler à plusieurs niveaux, ce qui fait qu'on va augmenter la contraction de ce cœur et on va améliorer la fraction d'éjection de 35%, on peut passer à 40%, et même plus. On a eu quelques cas qui ont très bien répondu parce que cette technique, on l'a fait au niveau du service. Il y avait quelques images, mais bon, vous pourrez trouver ça sur Internet. Sinon, dans ma communication qui vous sera transmise, vous pourrez les trouver. Maintenant, on passe à la deuxième classe. C'est la classe des cardiomyopathies hypertrophiques. Et là, donc c'est de l'hypertrophie qui va toucher essentiellement le ventricule gauche. Dans la plupart des cas, dans 90% des cas, elle touche le ventricule gauche. Et au niveau du ventricule gauche, c'est surtout le septum. C'est pour ça qu'on l'appelle, qu'on dit qu'elle est typiquement asymétrique. Si vous avez fait le cours sur l'hypertension artérielle ou alors sur le rétrécissement aortique, on parle d'hypertrophie concentrique, c'est-à-dire que toutes les parois du ventricule gauche sont hypertrophiées. Dans la cardiomyopathie hypertrophique primitive, c'est essentiellement le septum qui est hypertrophié. Mais ça peut, je vous dis, dans 90% des cas, dans les cas restants, c'est soit toutes les parois, soit seulement la pointe. Et on parle à ce moment-là d'hypertrophie apicale. Mais elles sont rares, celles-ci. Ça peut toucher le ventricule droit. On parle de cardiomyopathie hypertrophique biventriculaire. Et dans 25% des cas, en plus de cette hypertrophie, on parle de cardiomyopathie hypertrophique obstructive lorsqu'il y a un gradient dans le ventricule, un gradient intraventriculaire entre la chambre de chasse et la chambre de remplissage. Là aussi, c'est comme, je ne sais pas, là je parle du rétrécissement aortique, je ne sais pas si vous l'avez fait. Dans le rétrécissement aortique, on vous parlera, ou alors on vous a déjà parlé, d'un gradient entre le ventricule gauche et l'aorte. Mais là, ce n'est pas la même chose. Là, c'est un gradient c'est un gradient dans le ventricule lui-même. Pourquoi j'en parle? D'abord, elles sont plus rares, elles représentent donc 25% des cas, mais leur traitement est différent. J'en parle maintenant parce que
quand je parlerai du traitement, je parlerai encore de ces cardiomyopathies hypertrophiques obstructives. Là, c'était l'image que je voulais vous montrer tout à l'heure. Voilà le pacemaker, le boîtier, triple chambre, c'est-à-dire qu'il y a une première sonde ici qui est au niveau de l'oreillette droite, une ici au niveau du ventricule, de la pointe du ventricule droit, et une au niveau du ventricule gauche. Et donc, ça va permettre vous voyez mes mains, de stimuler le cœur un peu plus, et cette fraction d'éjection qui était basse va remonter un petit peu et le malade va s'améliorer. Hop, pourquoi ça passe pas? Voilà, là aussi, c'est le même schéma. Hein. Vous voyez les sondes, c'est le même schéma. On passe au cardio. Voilà, donc on reprend nos cardiomyopathies hypertrophiques. Et la diapo qui avait sauté, c'est celle-ci. Elle est intéressante parce que là, vous avez un cœur normal. Regardez le septum qui est tout à fait normal, pas épaissi du tout. La paroi aussi. Et là, vous avez une cardiomyopathie hypertrophique. Là, c'est tout le ventricule qui est hypertrophié. Vous avez le septum, la pointe et la paroi. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Les plus fréquents, je vous ai dit, c'est là où il y a une hypertrophie septale asymétrique, c'est-à-dire c'est le septum qui est très hypertrophié, mais pas la paroi ni la pointe. Alors, quelqu'un a levé le doigt, mais bon, on posera sa question tout à l'heure. Donc, c'est ce qui explique, vous avez vu les images, ça explique donc ce cœur très, très lourd, avec des coronaires saines. Si on fait une coronarographie, on va trouver des coronaires saines chez ces patients-là, mais par contre, la microcirculation est atteinte. Parce que c'est des patients, là je vais vous parler de la symptomatologie, qui peuvent avoir des douleurs thoraciques et quand on fait la coronarographie, on trouve que les coronaires sont saines. Parfois, il y a ce qu'on appelle un pont myocardique, c'est-à-dire une coronaire saine, mais qui traverse un tout petit peu le myocarde et qui ressort. Mais c'est surtout la microcirculation. Mais bon, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec… voilà, c'est un petit peu du niveau du résident, mais bon, si vous rencontrez ça dans vos lectures, au moins vous savez ce que c'est. Donc, oui, avant, on pensait que c'était l'obstacle, le gradient intraventriculaire qui était la source de tous les problèmes, des syncopes, de la mort subite, etc. Mais après, avec l'évolution et puis les études faites, etc., l'évolution de la technologie, on s'est rendu compte que finalement, c'était la fonction diastolique c'était la compliance qui était atteinte. Et donc, dans les cardiomyopathies hypertrophiques, il y a une altération de la fonction diastolique. On verra ça à l'échographie. Mais déjà, pour vous dire pour voir déjà la différence entre cardiomyopathie dilatée de tout à l'heure, où il y a une altération de la fonction systolique, là, il y a une altération de la fonction diastolique. Et la fonction systolique est normale, voire même supranormale, c'est-à-dire la fraction d'éjection, qui est normalement supérieure ou égale à 66%, peut atteindre 72-75% en cas de cardiomyopathie hypertrophique. Au plan génétique, puisque là, on a dit, rappelez-vous la classification, c'est la cardiomyopathie d'origine génétique la plus connue. Elle a été la première à être étudiée et cartographiée. Et on connaît tout ça depuis 1990, où on a découvert le premier gène. C'est un gène qui code pour les protéines contractiles du cœur. C'est pour ça que vous avez des cellules, les fameuses cellules en Y, qui sont complètement désorganisées dans cette maladie-là, puisqu'il y a ce gène qui code pour les protéines. Il y a des anomalies au niveau des protéines et donc il y a une totale désorganisation. Donc le premier gène a été découvert en 90, mais après, il y a eu plusieurs gènes de découvert, il y en a eu une bonne douzaine. Et comment on fait? C'est un simple prélèvement veineux, prélèvement sanguin. On fait l'extraction d'ADN
et on étudie cet ADN-là, on recherche les fameux gènes qu'on connaît. Il suffit d'avoir un gène pour développer cette maladie. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie monogénique. Voici la liste de tous les gènes qui ont été découverts. Donc, ils codent tous pour les protéines, pour les chaînes légères, les chaînes lourdes, l'alpha-tropomyosine, protéine C, etc. Voici l'enquête qu'il faut faire en cas de cardiomyopathie hypertrophique. Donc, quand vous avez un sujet chez qui vous faites le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique, vous avez par exemple un jeune qui est en train de faire un match de foot ou autre et qui fait une syncope, il va aux urgences, on l'interroge, on fait des examens, l'examen type, l'examen clé pathognomique de diagnostic, c'est l'échographie, on va arriver à ça, mais il faut pas oublier de faire l'enquête familiale puisque c'est une maladie génétique familiale dans 66% des cas, il s'agit de forme familiale. Donc, ce que vous voyez là avec la flèche, c'est le cas index ou cas propositus. Comme vous avez fait votre module de génétique, donc c'est le premier cas qui a fait une symptomatologie et chez qui on a conclu à une cardiomyopathie hypertrophique. Et là, on fait l'enquête génétique. Donc dans ce cas-là, c'était la mère qui avait fait une syncope. On a interrogé et on a ramené toute la famille. Ceux qui sont en noir, ça veut dire qu'ils sont atteints. Ceux qui sont assurés, c'est ceux qui sont génotypiquement atteints, c'est-à-dire qu'on a fait l'étude génétique chez eux. Voici l'étude génétique. Il y a une anomalie au niveau d'un acide aminé où vous avez une base qui n'est pas à sa place et donc automatiquement, il y a une désorganisation. Pour ce qui est de la clinique, comment on est arrivé chez ces patients-là à faire tout ça, à faire l'enquête génétique, etc. Il faut savoir que seuls 25% des sujets porteurs de cardiomyopathie hypertrophique sont symptomatiques. Ils viennent consulter parce qu'ils ressentent un signe quelconque, soit de la dyspnée, et c'est dans 75% des cas, soit des douleurs thoraciques, soit des palpitations, ou alors carrément des syncopes. Et là, je l'ai mis en rouge parce que c'est le signe le plus important et le plus grave. Une syncope, c'est pratiquement une mort subite, mais qui se termine bien. Le sujet peut ne pas se réveiller, faire une mort subite. Donc, c'est un signe très important et très fréquent dans cette maladie-là, puisque le risque de mort subite est très important dans la cardiomyopathie hypertrophique. C'est ce qui fait la gravité de cette maladie, notamment chez les sujets jeunes où l'incidence de mort subite est de 4 à 6%. Incidence, c'est-à-dire le nombre de cas par an. Par exemple, si vous avez 100 CMH à suivre, dans l'année, vous risquez d'en perdre 4, voire 6 d'entre eux, ce qui est énorme quand même. Chez ces patients-là, la tension est normale. La radiographie du thorax n'est pas très parlante, donc c'est un cœur de taille normale, si vous calculez l'indice cardio-thoracique. Vous avez par contre un bord gauche un petit peu convexe, puisque c'est de l'hypertrophie qui se développe vers l'intérieur. Vous pouvez avoir un petit peu de circulation, une petite augmentation de la circulation pulmonaire, mais je veux dire, on peut passer à côté. C'est une radio qui est à la limite de la normale. L'électrocardiogramme, par contre, est très intéressant parce qu'il est anormal dans 92% des cas au moins. Donc là, chez le malade, si par exemple, votre jeune qui faisait un match de foot et qui a fait une syncope, s'il habite à Manrasset, vous n'allez pas ramener toute sa fratrie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander de dire à toute sa famille de faire un ECG à Tamanrasset, pourquoi pas? Et il vous envoie ces ECG-là interprétés. Et là, il y a des signes qui ne trompent pas. Si on retrouve ces signes-là, on peut conclure qu'il
la personne à qui appartient cet ECG est atteinte de CMH. Alors, quelles sont les anomalies les plus fréquentes? Vous avez des troubles de la repolarisation, c'est-à-dire de l'onde de T ou du segment ST, des T négatives, positives, sus-décalage, sous-décalage, toutes sortes de troubles de la repolarisation. Vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche et des ondes Q anormales ou ondes Q de pseudonécrose, c'est-à-dire comme les ondes Q d'infarctus du myocarde. Et là, vous n'êtes pas obligé de retrouver ces trois signes-là. Vous pouvez en avoir un seul, ou alors deux, ou tous les trois. Mais si vous les avez, dans ce contexte d'enquête familiale, vous pouvez pratiquement être sûr. Vous regardez ici, la valeur prédictive positive est de 100%. Dans ces cas-là, le CG est égal à l'échocardiographie. Les autres anomalies que vous allez retrouver, vous pouvez trouver n'importe quoi, de la fibrillation atriale, Wolff-Parkinson-White, mais je veux surtout insister sur les TVNS, c'est-à-dire tachycardie ventriculaire non soutenue. Elles sont présentes dans 25%. Retenez ce terme puisque je vais vous en parler après pour le pronostic. Voici tous les critères électriques. Regardez un ECG de CMH. Donc là, c'est une famille de cardiomyopathie hypertrophique et qui ont cet ECG-là avec des ondes de T négatives et profondes. Donc, on peut prendre ça pour un problème coronarien. En fait, non. C'est des gens qui ont d'ailleurs eu la coronarographie coronaire était saine et il y avait de la mort subite chez ces gens-là. Et là, regardez, c'est les TVNS dont je vous ai parlé, tachycardie ventriculaire non soutenue. Vous avez plusieurs extrasystoles successives. Là, vous avez un doublé, 2 extrasystoles qui se suivent. Là, un triplé. Et là, vous avez plusieurs. Et c'est donc tachycardie ventriculaire non soutenue. C'est-à-dire que c'est une tachycardie ventriculaire qui s'est arrêtée au bon moment. Tout comme elle peut ne pas s'arrêter et entraîner la mort subite chez un patient. L'échocardiographie, c'est l'examen clé. Donc, c'est l'examen pathognomonique de cette affection-là. Comment on fait le diagnostic? C'est en trouvant une épaisseur septale diastolique. Vous savez, les mesures, il faut toujours les prendre en diastole. Et là, vous avez une épaisseur septale diastolique supérieure ou égale à 15 mm, en sachant que le septum normal, son épaisseur normale, 6 à 9, voire 10 mm. Mais là, pour parler de CMH, c'est 15 mm. Pour le premier cas, pour les cas, les formes familiales, je vous ai montré la famille de tout à l'heure. Pour les formes familiales, à partir de 13 mm, on peut dire que la personne est atteinte. Donc là, c'est important à connaître. On a dit aussi que c'était de l'hypertrophie septale asymétrique, donc paroi normale. Et il y a des scores qu'on calcule. Le score d'hypertrophie de Marron, je vais vous montrer une image. C'est les 4 segments qu'on calcule, qu'on additionne. Et si ces 4 segments, si la somme est supérieure à 40 mm chez la femme, ou 44 chez l'homme, on parle d'hypertrophie et on sait qu'on est dans le cas d'une CMH, toujours dans ce contexte. Voilà justement l'index de Marron. On prend donc une mesure ici, au-dessus de la valve mitrale ou des piliers, en dessous et là aussi, et on calcule. Donc chez ce patient-là, voilà, ici aussi, c'est de l'hypertrophie septale et même la paroi est hypertrophiée ici. Là, c'est une cardiomyopathie hypertrophique biventriculaire. Vous avez le ventricule droit aussi qui est atteint. Je vous ai dit tout à l'heure que ça touchait dans 90% des cas le ventricule gauche, mais elle peut être biventriculaire dans certains cas. Et là, du fait de cette hypertrophie, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une
une atteinte de la compliance. Donc, le ventricule gauche, qui est comme ça très hypertrophié, en diastole, va avoir des difficultés à se remplir. Vous avez du sang dans l'oreillette gauche qui doit obligatoirement passer dans le ventricule gauche pendant la diastole, mais ce ventricule n'est pas souple du tout, très rigide, donc l'oreillette gauche est obligée de se vider. Elle va fournir beaucoup d'efforts pour se vider et on va avoir cet aspect. On va avoir, là vous avez l'aspect normal, c'est le remplissage diastolique. Vous avez l'onde E ici et l'onde A due à la contraction auriculaire. Le rapport E sur A est supérieur à 1, à l'état normal. Dans le cas d'une cardiomyopathie hypertrophique, vous allez avoir une inversion de ce rapport. Pourquoi? Parce que l'oreillette gauche, les oreillettes vont développer beaucoup d'efforts et donc vont s'hypertrophier et à un moment donné, un stade plus important, à force de travailler, ces oreillettes gauche-là, ces oreillettes vont finalement finir par se dilater et commencer à fibriller et c'est une des complications et d'un mode de décès chez ces patients-là. Il y a la mort subite dont j'ai parlé, mais après il y a le décès par insuffisance cardiaque suite à une fibrillation atriale, etc. Voilà ce qu'on voit à l'échographie, c'est ce que je vous ai montré maintenant. Et ça témoigne donc d'une altération de la fonction diastolique. Ça, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est le gradient intraventriculaire. Parce que là, on a fait le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique puisqu'on a trouvé ce septum très hypertrophié. Et après, on veut savoir s'il y a un gradient intraventriculaire. Je vous ai dit, dans 25% des cas, il y a un gradient intraventriculaire. Et on parle alors de cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Il y a de l'obstruction. Et le traitement est différent. Voici quelques exemples. Regardez ici, c'est une échographie, donc CMH. Regardez ce septum qui est pratiquement pseudo-tumoral. Il y a une hypertrophie très, très importante. Et là, c'est un facteur de risque très important. Je vais revenir sur ça. Là, vous avez l'hypertrophie septale et pariétale avec au niveau de la pointe une espèce d'anévrisme et donc il va y avoir un amincissement à ce niveau-là et ça va donner possibilité de la fibrose et donc possibilité de foyer de troubles du rythme. Voici là aussi, regardez l'IRM comme elle est intéressante puisqu'elle reproduit exactement la pathologie. Là, c'est une pièce anatomique. Donc, une pièce qu'on a prise suite à l'autopsie et l'IRM retrouve exactement la même chose. Même chose, c'est des aspects donc, de différentes cardiomyopathies hypertrophiques. Voici une cardiomyopathie hypertrophie apicale. Regardez, le septum est légèrement hypertrophié, voire normal, parfois paroi un peu, mais regardez la pointe. C'est ce qu'on appelle une cardiomyopathie hypertrophique apicale. Le risque de décès est exactement le même, même si c'est que l'apex qui est atteinte. Donc, on a parlé des examens à visée diagnostique, le CG, l'échocardiographie. Mais je vous ai dit que l'incidence de mort subite est très importante dans cette affection. Donc, on a envie de savoir sur les 100 patients qu'on suit, quels sont ceux qui risquent de décéder. Et là, on fait des examens à visée pronostique. Vous avez le Holter-ECG, c'est-à-dire l'enregistrement de l'électrocardiogramme sur 24, 48 heures ou même 72 heures ou même plus. Maintenant, il y a des Holter-ECG qu'on peut faire sur 5-6 jours, voire une semaine, et on se rapproche mieux du diagnostic, contrairement à un ECG de base ou un ECG de 24 heures seulement. Et là, qu'est-ce qu'on recherche? Ce qu'il faut retenir pour vous, c'est qu'on recherche les TVNS, tachycardie ventriculaire non soutenue, qui peuvent devenir des tachycardies ventriculaires et donc mener au décès de cette personne-là.
les personnes chez qui on trouve ces TVNS sont des personnes à risque de mort subite. Et là, il y a des possibilités de traitement, j'en parlerai tout à l'heure. Le deuxième examen, c'est l'épreuve d'effort, examen à visée pronostique. Là aussi, quand on fait une épreuve d'effort, prenez un patient, bon, dommage que vous n'ayez pas d'examen pratique, mais bon, Inch'Allah, il y aura la possibilité de le faire, même si c'est des stages en plus, etc., pour voir un peu ce qui se passe à l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, on met le patient sur tapis roulant et on prend la tension à l'état basal, on fait un ECG un ECG et on augmente progressivement les paliers. Toutes les 3 minutes, on passe à un palier au palier suivant. Donc, on augmente la pente, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile. Chez un sujet normal, la tension va augmenter proportionnellement à cet effort. C'est-à-dire, si vous prenez un sujet, il a 120 de systolique, au deuxième palier, il passe à 130 ou 140, troisième palier, 160. Donc, c'est tout à fait normal puisque la fréquence cardiaque augmente. Vous avez la formule, le débit, la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Chez un sujet qui a une cardiomyopathie hypertrophique, il peut suivre ce même schéma. Sa pression artérielle peut augmenter. C'est tout à fait, c'est normal. Par contre, chez certains, ils commencent à 120 mm de systolique. Au deuxième palier, il reste à 120. Troisième palier, la tension peut baisser à 110 ou à 100. Et là, on parle d'inadaptation tensionnelle à l'effort et donc d'instabilité hémodynamique. C'est-à-dire que chez ce patient-là, s'il court ou s'il fait un match, s'il court, s'il court derrière son bus, par exemple, il va faire un arrêt cardiaque, il va tomber, faire un état de choc et mourir. Donc là, c'est un patient qui risque de faire une mort subite et il est dans le lot de ceux qui sont les plus graves, on va dire. Donc, chez ces patients-là, on va leur donner certaines recommandations et traitements et les surveiller beaucoup plus que les autres. Voici les examens à visée pronostique qu'on peut faire. Un autre examen, bon, je vais le retrouver après, j'aurais dû en parler un peu avant, ça ne fait rien. Donc là, ces patients-là, vous en avez certains qui vont évoluer le plus normalement du monde et décéder, par exemple, à 90 ans ou alors être écrasés par une voiture ou autre. Et vous avez ceux qui risquent de mourir, qui risquent de faire une mort subite. Et là, ce qu'on peut faire pour eux, c'est mettre un défibrillateur automatique implantable. C'est une pyramide. Vous avez ceux qui sont à bas risque. Sur les 100 que vous suivez, certains vont évoluer normalement, ne vont pas faire de complications. Certains seront à risque intermédiaire, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ceci, c'est le point de la pyramide. Et là, il faut vraiment les prendre au sérieux et placer ce défibrillateur automatique. J'ai perdu le automatique, voilà. Soit en prévention secondaire, c'est-à-dire c'est un patient qui a fait un arrêt cardiaque suite à des tachycardies ventriculaires soutenues et qu'on a pu sauver. Il a fait son arrêt cardiaque devant l'hôpital ou alors à l'aéroport et on a défibrillé et il s'en est sorti. Mais la deuxième fois, il peut ne pas s'en sortir. Donc celui-là, il est candidat à la mise en place d'un défibrillateur automatique implantable. Les autres, ceux qui sont en prévention primaire, vous avez donc ceux qui sont en prévention primaire, c'est ceux chez qui il y a des morts subites familiales, c'est-à-dire vous faites dans une famille, il y a eu 1 ou 2 décès de façon subite, et chez celui-là, vous trouvez une cardiomyopathie hypertrophique. N'attendez pas qu'il décède. Il faut lui placer son défibrillateur automatique implantable. Vous avez aussi ceux qui font
des syncopes inexpliquées. Vous avez exploré cette syncope à fond. Vous avez éliminé toutes les étiologies, ORL, neurologiques, etc. Et il a de l'hypertrophie. Il faut lui mettre un défibrillateur automatique implantable. Vous avez ceux dont j'ai parlé tout à l'heure au Holter ECG qui font des tachycardies ventriculaires non soutenues multiples. Il ne faut pas attendre la tachycardie ventriculaire qui va l'emporter. Il faut lui mettre un défibrillateur automatique implantable. Vous avez ceux qui font une adaptation tensionnelle à l'effort, l'épreuve d'effort, et ils font cette adaptation, ils font cette instabilité hémodynamique. Il faut leur mettre un défibrillateur automatique implantable. Et vous avez ceux qui ont une très forte hypertrophie septale asymétrique. Et là, ceux-là, regardez ici ce graphe, cet histogramme, en jaune, ceux qui ont une hypertrophie septale supérieure à 30 mm, rappelez-vous le diagnostic à partir de 15 mm, si vous avez un septum à 30 mm, c'est énorme. Chez ces gens-là, 16% vont décéder de mort subite. C'est très important. Et donc là, il faut leur mettre un défibrillateur automatique implantable. Donc ça, c'est la stratification du risque de mort subite. Alors, cette mort subite peut avoir plusieurs morts subites. Donc, la mort subite, là, vous avez le substrat qui peut… Donc, je vous ai parlé de cette désorganisation des cellules myocardiques. Pour arriver à la tachycardie ventriculaire, soit vous avez cette fibrillation atriale, soit l'ischémie myocardique. Je vous ai dit qu'il y avait une atteinte de la microcirculation, soit vous avez le gradient qui est très important, ou alors l'exercice intense, et donc ça va stimuler ces cellules anormales et on va avoir une tachycardie ventriculaire qui est mortelle. Les autres examens diagnostiques, avant, on faisait du phono, on faisait d'électrophysiologie, etc. Mais bon, on ne les fait plus. Les examens qui sont intéressants à être faits, c'est l'IRM, parce qu'elle peut, surtout si à l'échographie, c'est une forme apicale et si le patient n'est pas échogène, la meilleure façon de faire ce diagnostic, c'est de faire l'IRM. Je vous ai montré des images IRM tout à l'heure avec la teinte de la pointe. La scintigraphie aussi est intéressante. Elle peut nous montrer les formes qui vont faire aussi des troubles du rythme à cause de la fibrose qui se développe chez ces patients-là. Les examens génétiques, je vous ai dit tout à l'heure pour les examens à visée pronostique, j'ai parlé du Holter et de l'épreuve d'effort, mais il y a aussi les examens génétiques. Sauf que c'est des examens qu'on fait à visée, on fait dans le but de la recherche, c'est tout. Mais sinon, ce n'est pas éthique. Par exemple, vous avez une famille qui a 5 enfants, elle en a perdu 3 déjà, vous allez lui faire pour dire que les 2 autres aussi vont mourir. Non, ce n'est pas éthique, étant donné qu'on n'a pas de traitement pour cette maladie, un traitement contre la mort subite. Donc, on ne va pas affoler ces gens-là. Par contre, dans le but de la recherche, ou alors pour éviter qu'il y ait des mariages consanguins, donc des cousins entre eux, on peut la faire. Regardez regardez par exemple avec… évidemment, il y a des mutations qui sont plus graves que d'autres. Par exemple, là, il y a plusieurs types de mutations. Si on prend cette première mutation, glycine, glutamine, les malades décèdent comme tout le monde, c'est-à-dire à un âge avancé. Ce ne sera pas la CMH qui va les emporter. Par contre, si vous prenez cette mutation, valine, méthionine, regardez, vous avez 50% des sujets décèdent à l'âge de un peu plus de 20 ans. C'est énorme. 50% décèdent à 20 ans et plus. Donc là, c'est une mutation morbide très importante. Et là, si c'est la fameuse famille qui l'a, bon, malheureusement, les autres vont suivre.
Donc, il n'y a pas de diagnostic différentiel dans la cardiomyopathie hypertrophique. Soit on est mauvais cardiologue, on vous envoie le patient, on vous dit il a de l'hypertrophie, c'est une CMH, vous faites l'échographie, vous vous rendez compte que c'est un rétrécissement aortique. Le cardiologue n'a pas fait son travail, il n'a pas pris le gradient entre l'aorte et le ventricule, il n'a pas calculé la surface, il n'a pas vu que les sigmoïdes étaient remaniés, etc. Donc, ce n'est pas un diagnostic différentiel. Vous avez aussi, on vous envoie un malade pour CMH, vous prenez la tension, vous trouvez une systolique à 240. C'est un hypertendu, c'est de l'hypertrophie secondaire à l'hypertension artérielle. Le seul diagnostic différentiel, c'est le cas du sportif. Et là, c'est le cas du sportif. Mais là, comme je dis toujours, c'est le sportif de haut niveau, pas celui qui va à Bouchaoui le vendredi. Donc là, c'est des sportifs qui s'entraînent plusieurs heures par jour, plusieurs fois par semaine, voire toute la semaine. Le cœur étant un muscle, il va s'hypertrophier, mais généralement, il arrive à 13, mais pas plus. Et dans les cas où on trouve quand même une hypertrophie entre 13 et 15 mm, là, on suspecte fortement une CMH. C'est ce qu'on appelle la zone grise. Chez les haltérophiles, etc., ceux qui font vraiment des efforts très soutenus, il y a de l'hypertrophie. Si c'est supérieur à 16, là, on est sûr que c'est une CMH chez un sportif. Maintenant, pour entre 13 et 15, on est quand même embêté. Parce que si c'est une CMH et on le laisse faire du sport, il va faire une mort subite. Et si ce n'est pas une CMH, on ne va pas l'arrêter si c'est un sportif d'élite. Donc là, l'échographie chez ces patients-là, chez ces sportifs, pardon, on va trouver de l'hypertrophie, certes, mais elle est harmonieuse, elle touche toutes les parois. La cavité n'est pas, la cavité est plutôt agrandie, elle n'est pas petite comme dans les CMH. Et surtout, il n'y a pas d'atteinte de la fonction diastolique. La fonction diastolique est tout à fait normale, le rapport E sur A est normal. Donc, ce qu'on peut faire chez ce sportif-là, une fois qu'on a fait l'écho, on est un petit peu orienté, mais quand même, la maladie est tellement grave qu'il faut pousser un peu plus. Donc, vous faites l'enquête familiale. L'enquête familiale, déjà l'interrogatoire, est-ce qu'il y a des morts subites dans la famille? Est-ce qu'il y a des personnes jeunes mais porteuses de pacemaker? Donc, ça doit vous faire penser au défibrillateur automatique implantable, par exemple. J'en parlerai juste après. Mais surtout la mort subite dans la famille. Et là, il y a aussi ce qu'il faut faire aussi, c'est le déconditionnement. Donc, ce sportif, vous lui arrêtez tout entraînement pendant 8 à 12 semaines et vous refaites l'échographie, préférentiellement par le même opérateur. Comme ça, il va être plus objectif, le même opérateur, même appareil. Et si vous avez une diminution de l'hypertrophie, s'il était à 15, si elle était à 15 chez ce patient, chez ce sportif, si elle passe à 14 ou même à 13, là, vous vous dites, c'est de l'hypertrophie secondaire au sport. Mais bon, il n'y a pas mieux que la génétique, sauf que on va pas aller jusque-là. Parce que si vous doutez de CMH, il faut arrêter. Le sport est contre-indiqué dans ces cas-là. L'évolution et complications. L'évolution spontanée, bon, vous avez vu, le plus souvent, elle est favorable. Les gens décèdent pour autre chose. Mais sinon, les deux complications les plus redoutées, c'est l'insuffisance cardiaque et surtout la mort subite. Le traitement, eh bien, puisque c'est une symptomatologie qui survient surtout à l'effort, ce qu'il faut faire, c'est arrêter tous les efforts, contre-indication de tous les efforts, de tout effort. Si c'est un sportif, il faut qu'il arrête le sport. Si c'est un non-sportif, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas courir, tout effort est contre-indiqué. Et surtout, les médicaments inotropes positifs sont formellement contre-indiqués, tels que les digitaliques, puisque déjà ici, la fraction d'éjection est augmentée. Si en plus on donne des digitaliques, on va aggraver la situation. Donc là, c'est des patients à qui il faut donner une carte, il faut mettre les médicaments contre-indiqués. Comme ça, s'ils vont chez un médecin n'importe où,
Au moins, il y a le diagnostic et les médicaments à ne pas donner. Par contre, ce qu'il faut donner, et le médicament de première intention, c'est le bêta-bloquant. Donc, il faut donner des bêta-bloquants pour diminuer le travail du cœur. Le bêta-bloquant qu'on préfère dans ces cas-là, c'est le propranolol ou avlocardil, et on le donne à forte dose, 160 mg et plus par jour, bien sûr en l'absence de contre-indication. Contre-indication que vous connaissez. Les troubles de la conduction, bradycardie, l'asthme, etc. Et sinon, vous donnez un inhibiteur calcique. Inhibiteur calcique, celui qu'on préfère, c'est le verapamil. Verapamil ou isoptine. Et là, il agit bien sur la fonction diastolique. Si maintenant ces deux médicaments, on ne peut pas les donner, tout en sachant que chez nous, il n'y a pas le verapamil comme inhibiteur calcique, il n'est pas disponible en Algérie, ce qu'on donne, c'est l'amiodarone, c'est-à-dire la cordarone, notamment chez ceux qui avaient des TVNS. Et parfois, on peut associer les bêta-bloquants et l'amiodarone, mais il faut faire très attention puisque les deux sont ralentisseurs. À ce moment-là, il faut une surveillance très, très accrue. Quatrième médicament, mais en général, on arrive à régler ça avec les bêta-bloquants. C'est rare où on arrive au disopyramide ou rythmodon, si tous les autres ne marchent pas. Et après, dans le cas des cardiomyopathies hypertrophiques obstructives, là où il y a un gradient d'obstruction intraventriculaire, à ce moment-là, à l'époque, il y avait, si ces malades ne répondaient pas au traitement médical, on les opérait. On les opère, la partie la plus hypertrophiée, on fait une myotomie, c'est-à-dire des sections au niveau de la partie très hypertrophiée. Et là, ça permet de diminuer un petit peu le gradient et donc les malades s'améliorent. La deuxième intervention, c'est la myectomie. Ectomie, c'est-à-dire enlever. Donc, on enlève toute la partie hypertrophiée. Et là, vous savez que dans le septum, vous avez le faisceau de His qui chemine dans le septum, les voies de conduction. Donc, forcément, en enlevant tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de risques de le toucher. Et à ce moment-là, on va, en plus de l'intervention qui se fait sous CEC, mortalité facilement à 10%, on va en plus placer un pacemaker et faire même un remplacement valvulaire parce que cette valve qui est comme ça, qui bute toujours contre ce septum, finit par être malade et donc il faut la remplacer. Ce qui fait que c'est une intervention très très lourde. Et donc il fallait, entre le traitement médical et la chirurgie, il fallait trouver une alternative pour ne pas arriver à ça. Effectivement, il y a des alternatives thérapeutiques qui ont été découvertes. Lorsque le gradient intraventriculaire est supérieur à 50 mm de mercure, il y a deux options. Soit on fait appel à l'électrostimulation par pacemaker double chambre, donc désobstruction par pacemaker double chambre, c'est-à-dire on va lever cette obstruction grâce à un pacemaker double chambre, je vais vous montrer le schéma. Soit alors il y a l'alcoolisation septale, ou sinon il y a le défibrillateur automatique implantable chez les sujets qui font. Je vous ai parlé des sujets à haut risque. Rappelez-vous le haut de la pyramide en jaune, ceux qui ont une forte probabilité de décéder, on leur place un défibrillateur automatique implantable. Et bien sûr, l'avenir, c'est la thérapie génique. Si on arrive à pouvoir remplacer à l'état fœtal déjà le gène malade par un gène normal, on va guérir ces malades, c'est la médecine prédictive. Donc, je vais vous parler du défibrillateur, du pacemaker, double chambre. Défibrillateur automatique implantable, c'est un pacemaker qu'on place, c'est pas cette image, hein. Là je reviens sur ce que j'ai dit, c'est un pacemaker qu'on place et il est en même temps holter, il a une fonction de holter. Dès qu'il détecte la tachycardie ventriculaire, il choque le malade. Donc, il casse cette tachycardie et il sauve le malade d'une mort subite certaine. C'est ça le défibrillateur automatique implantable. Maintenant, pour le pacemaker double chambre, à quoi il sert?
On a une première sonde ici au niveau des oreillettes, l'oreillette droite, et une au niveau de la pointe du ventricule droit. Celle qui est au niveau de l'oreillette droite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a un rôle très important puisque vous avez vu tout à l'heure pour la fonction diastolique, le rôle des oreillettes qui travaillent beaucoup et qui finissent par au départ, vont s'hypertrophier à force de travailler, mais après, elles vont dépasser, elles vont se dilater et fibriller. Donc, cette sonde-là, il faut la placer au bon moment de façon à aider ces oreillettes à travailler convenablement. Pour la deuxième sonde qu'on place au niveau de la pointe du ventricule droit, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous savez que la dépolarisation commence au niveau du nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, ensuite elle chemine le long du faisceau de His et puis passe au niveau des branches. Là, quand on met une sonde ici, à la pointe du ventricule droit, ça veut dire qu'on va inverser la dépolarisation. Elle va commencer par le bas et monter. Donc, la partie la plus hypertrophiée va se dépolariser en dernier et donc le gradient va diminuer et il y aura une amélioration de la symptomatologie de ces patients-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'empêche pas la mort subite. On ne connaît pas de traitement pour la mort subite, contre la mort subite. Le défibrillateur dont j'ai parlé tout à l'heure est intéressant et évite la mort subite chez ceux qui font des troubles du rythme. La deuxième alternative, c'est l'alcoolisation septale, la désobstruction par alcoolisation septale. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? On fait une coronarographie, on opacifie les coronaires et surtout, on va suivre la coronaire qui irrigue la partie la plus hypertrophiée du septum. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter de l'alcool, de l'éthanol. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de recevoir du sang, cette partie va recevoir de l'alcool. Elle va se nécroser. On va avoir un infarctus du myocarde. Et quand, je ne sais pas si vous avez fait l'infarctus du myocarde, on va vous dire qu'il va y avoir une phase de nécrose et après, ces cellules-là qui vont donc se nécroser, mourir, vont devenir fibreuses. Elles vont se fibroser et donc il va y avoir un amincissement de cette paroi-là. Et s'il y a un amincissement, le gradient va baisser. Donc voilà le principe de l'alcoolisation septale. Je vais raconter l'anecdote, même si je n'ai pas beaucoup de temps. Avant, comment on a découvert cette méthode? Et ça, c'est des Allemands qui ont découvert cette méthode. C'était quand ils suivaient des cardiomyopathes, des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique, ils les suivaient et puis quand ces patients-là faisaient un infarctus, pour une raison ou pour une autre, ils guérissaient de leur CMH. Et c'est comme ça que ce principe a été trouvé et qui est largement appliqué maintenant. Comme recommandation, dans ces cardiomyopathies hypertrophiques, donc vu l'incidence de mort subite qui est importante, il faut essayer de faire le diagnostic rapidement, de faire l'enquête familiale et de suivre ces malades-là. J'ai terminé avec les cardiomyopathies hypertrophiques. Très rapidement, cardiomyopathie restrictive, pour dire qu'elles sont rares. Donc, il y a une rigidité des parois ventriculaires par de la fibrose et de la sclérose. C'est des cardiomyopathies primitives, on ne sait pas pourquoi. Chez certains patients, il y a de la fibrose et de la sclérose qui se développent à la place des cellules myocardiques normales, les cellules en Y. Et donc, il va y avoir une rigidité des parois. C'est un diagnostic différentiel avec la péricardite constrictive, si vous avez fait le cours, sinon on vous en parlera. Et donc, il va y avoir une altération de la fonction diastolique, puisque là aussi, le remplissage va avoir des difficultés à se faire. Voilà, je n'en dirai pas plus. Les cardiomyopathies oblitératives, à ne pas confondre avec obstructives, ça n'a rien à voir. Et là, elles sont exceptionnelles. Et dans ces cas-là, les parois sont tout à fait normales. Donc, vous avez les véritables cellules normales en Y au niveau des parois, sauf qu'au niveau de la cavité elle-même, il y a un développement de fibrose et on ne sait pas pourquoi, c'est primitif.
Donc, il y a de la fibrose qui remplit la cavité ventriculaire. Ce qui fait que là aussi, il va y avoir une altération de la fonction diastolique puisque le remplissage va se faire difficilement, étant donné que dans le ventricule, dans la cavité, il y a déjà ce magma de fibrose, donc les oreillettes vont beaucoup travailler pour remplir ce ventricule en diastole. La dernière classe, c'est la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, donc ou dysplasie arythmogène du ventricule droit. Là, elle est génétique. C'est la deuxième cause de mort subite chez le sportif, puisque la première cause, c'est la CMH. Là, donc, elle est d'origine génétique. On connaît 7 gènes à ce jour. Et ce qui se passe dans cette maladie, c'est qu'il y a un remplacement progressif du tissu des cellules du ventricule droit par de la fibrose et du tissu graisseux. Vous allez avoir de la graisse au lieu de cellules musculaires de ce ventricule qui va être complètement boursouflé. Et donc, dès que ce n'est plus des cellules myocardiques normales, il va y avoir possibilité de troubles du rythme. C'est pour ça qu'on l'appelle cardiomyopathie arythmogène. Donc, les troubles du rythme sont majeurs et le risque de mort subite est très important. Et chez ces patients-là aussi, il faut leur placer un défibrillateur automatique implantable qui a, je vous ai dit, un rôle de holter. Il va diagnostiquer la tachycardie ventriculaire et la choquer, donc l'arrêter. Pour les myocardites, c'est ma dernière diapositive, elles sont assez fréquentes, 0,15 à 1%. L'interrogatoire est très important, voir s'il n'y a pas eu d'épisode fébrile dans les 15 jours ou le mois passé, grippe, Covid, puisque c'est d'actualité. Rhumatisme articulaire aigu, vous savez que le RAA touche les 3 tuniques, péricarde, myocarde, endocarde. Donc, on peut avoir une myocardite rhumatismale qui peut rentrer dans l'ordre sous traitement corticoïde ou alors qui peut évoluer pour son propre compte et on va se retrouver un jour avec une cardiomyopathie dilatée et c'est l'interrogatoire poussé qui va nous dire que chez ce patient qui a eu un rhumatisme articulaire, etc. Et c'est comme ça qu'on conclut à une cardiomyopathie dilatée secondaire à un rhumatisme articulaire. Donc pour les myocardites, il y a beaucoup de diagnostics. Et c'est une inflammation diffuse ou focale, ça elle peut toucher juste une partie du myocarde ou alors carrément tout le myocarde. On les classe selon la classification anatomoclinique de Lieberman. Elles peuvent être soit fulminantes, mais alors là vous avez le décès, mais très rapidement de ces patients-là. Peut-être que dans les cas de Covid actuels, peut-être qu'il y a des décès par myocardite comme ça fulminante. Vous avez la myocardite aiguë, donc elle donne un petit peu le temps au traitement et ça permet de sauver les patients. Et vous avez les myocardites chroniques actives ou alors les chroniques persistantes. Et ça évolue après vers la cardiomyopathie dilatée. Les étiologies, je l'ai dit, elles sont multiples. Le diagnostic n'est pas facile parce que l'ECG va vous montrer toutes sortes d'anomalies, comme dans les cardiomyopathies dilatées, donc ce n'est pas spécifique du tout. La radiographie du thorax va montrer un gros cœur, là non plus, ce n'est pas spécifique. L'échographie, là aussi, une atteinte de la fonction systolique, des cavités dilatées, mais on n'en sait pas plus. La biologie, les CPK sont élevés dans ces cas-là, les troponines aussi. Ce qui est intéressant, c'est de rechercher des anticorps anti-myosine qui peuvent orienter un tout petit peu, mais ils restent peu spécifiques. L'IRM, par contre, est intéressante. Elle montre des nodules évocateurs, mais si elle est faite dans le premier mois, je l'ai dit tout à l'heure, si elle est faite précocement, on peut faire le diagnostic. La scintigraphie aux anticorps anti-myosine peut être intéressante, mais le diagnostic pathognomonique, c'est la biopsie endomyocardique.
mais seulement elle est exceptionnellement, voire pas faite du tout, parce que c'est quand même un examen invasif où il y a une mortalité qui peut aller jusqu'à 0,5%. Donc, on se contente un petit peu de l'interrogatoire. Et c'est après, c'est carrément l'évolution clinique. C'est quand le malade, quand il rentre avec une fraction d'éjection à 25 ou 35%, avec un traitement anti-inflammatoire, on essaie de traiter un peu la cardiomyopathie dilatée et que tout revient à la normale, qu'on se dit, ah, c'était une myocardite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, vous aurez donc ce cours et vous pouvez le passer pour ceux qui n'ont pas pu assister. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'ai été peut-être longue. Et au plaisir de vous voir et de vous parler de vive voix. Au Sahaïd, comme encore une fois.